Le juge président, la Chambre, après avoir lu la copie fournie par la défense de M. Gbagbo et relative à sa requête le 31 août 2017 à 19h06, et je vous fais remarquer que cette requête a été déposée à 9h53 ce matin. Une requête approuvée par la défense de M. Blégoudet par une copie de courtoisie datée du 1er septembre, et après avoir entendu les arguments du procureur, ce matin prend la décision suivante. Premièrement, la règle 44 du règlement de la Cour n'empêche pas ni les parties ni la Chambre elle-même à nommer un expert qui ne figure pas sur la liste créée et maintenue par le greffe. Deuxièmement, le témoin P583 est un fonctionnaire du bureau du procureur nommé par ce même bureau du procureur aux fins de l'instance en tant qu'expert en criminalistique et qui n'est pas impliqué dans des activités d'enquête. Troisièmement, la comparution du témoin P583 en tant que témoin expert n'affecte pas ou ne porte pas préjudice au droit de la défense de contester ses conclusions par le biais de son interrogatoire du témoin ou éventuellement en citant leur propre expert en tant que témoin, si tant est qu'ils en aient nommé un. Par conséquent, la requête de la défense de M. Gbagbo est rejetée, et avec un retard de 2h15, nous pouvons par conséquent entamer la déposition du témoin, et je vais demander à Madame l'huissière d'audience de bien vouloir faire entrer le témoin. Nous allons par conséquent poursuivre jusqu'à 11h, comme à l'accoutumée, puis nous reprendrons le fil normal de nos horaires. Et il convient de garder à l'esprit que nous avons prévu 4 témoins pour cette semaine et que nous devrons terminer ces 4 dépositions d'ici la fin de la semaine. Par conséquent, si le besoin s'en fait ressentir, nous rallongerons nos journées de travail. Good morning. Le juge président, bonjour, monsieur le témoin. Président. Mr. Le juge président, monsieur Laroche, je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir décliner votre identité complète, donc votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc., etc. Monsieur le Président, je me prénomme Xavier Laroche. Je suis né le 26 janvier 1972 à Thiers, en France. Et actuellement, je travaille comme expert en criminalistique au sein du bureau du procureur, au sein de la section des sciences forensiques. When you say Question, lorsque vous dites actuellement, pourriez-vous nous préciser depuis quand exactement vous travaillez au bureau du procureur? J'ai rejoint le bureau du procureur le 2 février 2015. and before Le juge président. Et avant de rejoindre le bureau du procureur, que faisiez-vous? Où travailliez-vous? Quelle était votre profession? Avant de rejoindre le bureau du procureur, j'étais le coordinateur criminalistique de la division des enquêtes
du bureau du procureur au sein du tribunal spécial pour le Liban. And Le juge président. Lorsque vous résidiez en France et avant de travailler pour les organisations internationales, quelle était alors votre profession? De 2000 à 2006, j'étais chef du département balistique, expert en balistique, expert en criminalistique au sein de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. De 2006 à 2009, le coordinateur criminalistique de la commission d'enquête internationale des Nations Unies à Beyrouth. thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Je vais maintenant vous donner quelques consignes. Vous le savez très bien. Nous avons deux langues de travail. Je parle anglais, vous parlez français. Vous le savez parfaitement. Nous avons également des interprètes et des sténotypistes à notre disposition. Par conséquent, je vais vous demander de vous exprimer relativement lentement afin de donner le temps à nos collègues et de bien faire leur travail, de consigner par écrit vos propos et de les interpréter. Et cela revêt une grande importance, plus particulièrement lorsque vous allez être interrogé en français, car vous aurez tendance à vouloir répondre immédiatement aux questions et à couper la parole à votre interlocuteur, et nous devons à tout prix éviter ce genre de situation. Donc si je vous fais signe à un moment donné, je vous demanderai de bien vouloir ralentir un petit peu. Merci. Alors bien entendu, vous savez que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire Gbagbo et Blé-Goudé. Donc le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé-Goudé. Et vous êtes ici présent en tant que témoin expert en l'espèce. À ce titre, vous êtes dans l'obligation de dire la vérité, ce que vous avez fait, quelles ont été vos conclusions, etc. Et vous devez dire la vérité quant à votre expertise. Vous devez répondre à toutes les questions que les parties pourront vous poser, tout d'abord le bureau du procureur, puis la défense. Bien entendu, si vous avez quelques problèmes que ce soit, si vous n'êtes pas à votre aise, eh bien, n'hésitez pas à m'en informer. Nous ferons le nécessaire. Alors, je vous le répète, votre seule obligation consiste à dire la vérité, et à ce titre, je vais vous demander de bien vouloir lire l'engagement solennel que vous avez sous les yeux. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le juge président parfait. Dernière chose, eh bien, je me dois de vous dire que le fait de ne pas dire la vérité est un délit devant cette cour, par conséquent passible d'une sanction. Très bien, sans plus attendre, je donne la parole au bureau du procureur qui va entamer son interrogatoire. Merci. Le président, maître à le titre. L'interrogatoire sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par le professeur Jacobs. Et le professeur Jacobs voudrait s'adresser à la Chambre pendant quelques secondes pour lui dire quelle sera notre manière de procéder procéduralement. Avec votre permission, Monsieur le Président. Yes, sir. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, comme la défense de Laurent Gbagbo l'avait indiqué dans son filing 356 du 3 décembre 2015, la défense n'accepte pas le fait que ce témoin soit reconnu comme expert sur les sujets sur lesquels portent ses rapports, et donc il nous semblerait normal et pertinent de procéder à une procédure de voir-dire
avant de procéder à l'interrogatoire principal. Encore une fois, dès 2015, nous avons indiqué que nous nous opposerions à la reconnaissance de ce témoin comme expert. Donc il nous semble légitime de pouvoir d'abord établir sa compétence avant de procéder au fond de l'interrogatoire. Merci. And I give the Le juge président, je donne maintenant la parole au bureau du procureur pour l'interrogatoire. Allez-y, posez toutes vos questions, je vous prie. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Nous souhaitions faire la même recommandation et le premier sujet que je souhaite évoquer porte bien entendu sur des informations factuelles relatives à l'expertise. Le juge président, je vais vous prier de bien vouloir aller jusqu'au bout de votre interrogatoire et d'entrer dans le fond des questions sur l'expertise, puis je donnerai ensuite la parole à la défense. Monsieur MacDonald, très bien, Monsieur le Président. Monsieur le témoin. Bon, premièrement, avez-vous vos rapports avec vous, devant vous? J'ai mes rapports avec moi. Très bien. Alors, je vais vous demander de... Je vais vous poser certaines questions concernant votre curriculum vitae. Et je vous demanderai donc à cette fin de prendre le rapport du 7 janvier 2016 qui se termine avec les ERN suivantes 0089 1030. L'annexe 3, ou ce qui est indiqué en anglais, Attachment Number 3. Et pour les fins des interprètes, il y a des versions françaises dans d'autres pièces de l'accusation. D'autres rapports sont disponibles. Et je peux en nommer un ERN, juste pour les fins, qui est le 0084 4253. Également, le CV y apparaît. Alors, Monsieur le Président, je demanderai à ce que le CV puisse être soumis au dossier, le 00891094, immédiatement. Et je vais maintenant brièvement revoir les éléments les plus pertinents pour la Chambre. Alors, le CV qui se trouve à la page 00891094 jusqu'à la page, 00891100. Alors, Monsieur le témoin, pourriez-vous nous indiquer vos études universitaires? Où les avez-vous fait et quelle est la matière que vous avez suivie? Donc, Monsieur le Président, après un baccalauréat scientifique, à l'époque baccalauréat C, j'ai effectué des classes préparatoires aux grandes écoles, mathématiques supérieures et mathématiques spéciales M', à l'issue desquelles j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de laquelle je suis sorti en 1996 avec un diplôme d'ingénieur, ce qui est dans le CV Master of Science in Engineering. À l'issue, j'ai intégré l'école des officiers de gendarmerie à Melun, année durant laquelle j'ai passé un diplôme universitaire de droit et de sciences criminelles de la faculté de Sceaux. À l'issue de l'année d'application à l'école des officiers de la gendarmerie, j'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile et de 2001 à 2003, j'ai fait un Master of Science in Forensic Science, donc un deuxième master en criminalistique
à l'Université de Lausanne en Suisse. J'ai également, au cours de l'année 2001, effectué à la faculté de Lyon un diplôme universitaire de balistique lésionnelle. Outre ces formations académiques, vous le voyez dans le CV, il y a des diplômes et des certificats plus professionnels et moins académiques dans différents domaines de la criminalistique, entre autres la balistique. Maintenant, au niveau de l'expérience professionnelle, avez-vous déjà été déclaré expert devant des tribunaux? Lorsque j'ai servi en tant qu'expert en balistique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Paris, j'ai été commis expert par de nombreux magistrats et réalisé, je dirais, une centaine de rapports d'expertise. Commis expert en vertu, il me semble, de l'article 158 du Code de procédure pénale français. Et ce domaine d'expertise était lequel? Donc, au niveau de mon domaine d'expertise en France, donc j'étais expert en balistique, également expert en criminalistique au sein de l'unité nationale d'investigation criminelle, qui en gros s'occupait des investigations de scènes de crime importantes en France. Et j'étais également expert au sein de l'unité nationale d'identification des victimes de catastrophes. Et j'ai participé à cette occasion à plusieurs opérations d'identification de victimes de catastrophes. Et lorsqu'on regarde votre CV sur ce dernier point d'identification de victimes de catastrophes, je comprends que vous avez eu 2 affectations, une au Sri Lanka et une autre en Thaïlande, je crois, des suites du tsunami. Commençons avec ce dernier que je viens de nommer, la question du tsunami. Pourquoi vous, dans un premier temps? Et deuxièmement, quelle était votre lettre de mission à ce moment-là? Donc j'ai été envoyé juste après le tsunami à Colombo, Sri Lanka, pour participer à une équipe internationale. Étant donné que, ayant suivi un master de criminalistique à Lausanne, qui m'a permis de me former et d'avoir des connaissances dans d'autres domaines que la balistique et les explosifs, notamment en ADN, empreinte digitale et tous les autres, et beaucoup d'autres domaines de la criminalistique, je présentais je dirais, un profil généraliste au sein de la criminalistique, ce qui me permettait au Sri Lanka d'avoir été déployé rapidement et après en Thaïlande d'avoir été chef des enquêtes pour les cas complexes, puisque j'avais une équipe de plusieurs experts, de mémoire une quinzaine, et notre tâche était d'identifier les enfants victimes du tsunami, c'est-à-dire tout corps qui faisait entre, de mémoire, 50 cm et 1,40 m. J'ai également participé à d'autres identifications de victimes de catastrophes pour des catastrophes aériennes, notamment le vol de la Flash Airlines qui s'est écrasé à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Très bien. Alors, nous reviendrons plus à fond tout à l'heure sur la question d'identification, les différentes méthodes pour pouvoir identifier les victimes de catastrophes. Maintenant, il y a un dernier point sur lequel avec lequel j'aimerais discuter avec vous, c'est
l'opération de l'appareil qui est à côté de vous, qui s'appelle CEDAR, et je vais épeler CEDAR. Je comprends que vous avez été formé dans l'opération d'un tel appareil. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Monsieur le Président, le système CEDAR est un système d'amélioration audio. C'est un système complet qui permet d'appliquer différents filtres sur le signal audio de manière à pouvoir éliminer certains bruits qui sont gênants pour avoir un signal audio qui soit clairement audible. Nous avons acheté, procuré ce système au sein de la section des sciences forensiques et j'ai suivi la formation à Cambridge en mai 2015 pour pouvoir utiliser ce système et être en quelque sorte un technicien capable de travailler sur toute bande audio et d'en améliorer la qualité. Maintenant, juste pour... nous allons revenir plus en détail. Je comprends que vous avez utilisé cet appareil avec une vidéo qui est soumise au dossier, évidemment, le 0077-0411, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc, CEDAR permet de nettoyer de bruit ambiant. Pour les fins de l'application ici dans le présent dossier, est-ce que des filtres ont été nécessaires? Pour la rédaction du rapport qui nous intéresse, aucun filtre n'a été utilisé. Le système CEDAR a été simplement utilisé afin de permettre une visualisation simultanée de la vidéo et du spectrogramme du signal audio qui était présent sur cette vidéo. D'accord. Donc, vous avez pris la vidéo en tant que telle. Nous allons voir plus tard. Votre intervention technique s'est limitée à regarder la vidéo et voir le graphe audio de cette même vidéo. La corrélation entre les deux. Tout à fait. Visualiser de manière simultanée la vidéo et le spectrogramme. D'accord. If you allow me just 1 second, I think, Your Honor, these... Si vous pouvez m'en mettre juste une seconde, Monsieur le Président, je pense que ce seront les seules questions que je vais poser concernant l'expertise du témoin. Je voudrais juste m'assurer que je n'oublie rien. Très bien. Alors, monsieur le témoin, maintenant, j'aimerais passer à travers certains des rapports d'expertise que vous avez produits. Mais avant de ce faire, peut-être juste pour expliquer, pour que la Cour comprenne bien, il y a des lettres de mission dans chacun de vos rapports. Pourriez-vous expliquer à la Chambre c'est quoi une lettre de mission et pourquoi y a-t-il une lettre de mission? Donc pour la réalisation de tout acte ou expertise de police technique et scientifique, il est nécessaire d'avoir les différents paramètres de manière à pouvoir, dans un délai le plus restreint possible, être capable de réaliser tous les actes de police et scientifiques pertinents sur la scène de crime en question. Donc que ce soit au niveau national en France, où l'ordonnance de commission d'experts
comportait exactement la mission ou, dans les instances internationales, une lettre de mission est adressée à l'expert afin de lui permettre d'avoir une part des informations et d'avoir un cadre pour savoir quelle est la limite des actes de police scientifique qu'il peut opérer sur le terrain. Alors, le premier rapport que j'aimerais prendre, que j'aimerais que nous regardions, est le CIV-OTP, toujours, 0084-4253. Alors, juste pour les fins de l'enregistrement, la lettre de mission se trouve à la page 0084-4294 à 4295. Alors, avant d'aller plus loin, je vais m'adresser à la Chambre en anglais. Briefly, Your Honor, I'm going to go through. Très brièvement, Monsieur le Président, je vais passer en revue ces rapports un par un, jusqu'au dernier, le plus important, qui porte sur la vidéo. Je ne vais pas procéder par ordre chronologique, en fonction de la date de rédaction ou de l'exécution de la mission, et je vais brièvement passer en revue chacun d'entre eux, sauf le dernier, sur lequel je passerai bien entendu beaucoup plus de temps. Écoutez, la lettre de mission, tout le monde peut la lire. Alors, j'aimerais que vous résumiez, dans vos propres mots, les actes que vous avez exécutés pour la réalisation de ce rapport, s'il vous plaît. Donc ce rapport ne concerne pas une investigation en scène de crime en tant que telle, mais plutôt une documentation de scène de crime. Donc ce que nous avons réalisé comme acte technique sur le carrefour, aux environs du carrefour Djénico-Bénan à Abidjan, sont des prises de vue photographiques dans la vue de réalisation d'une vue panoramique à 360 degrés, ainsi que des enregistrements vidéo si ma mémoire est bonne. Le but étant de couvrir de manière pertinente la zone qui était concernée pour les faits qui étaient allégés au carrefour de Djénico-Bénan à Abidjan. Très bien. Est-ce qu'il y a dans ce rapport quelques actes d'expertise comme tels qui amènent à opinion, qui amènent des opinions ou qui mènent à des opinions? Les actes de police scientifique qui ont été réalisés sont uniquement de l'enregistrement photographique et vidéo. Et ces enregistrements photographiques et vidéo n'ont pas été modifiés, ont été transférés à l'unité d'information et des preuves dans l'état où ils avaient été pris sur les lieux. Et il n'y a aucun paragraphe d'interprétation ou de discussion au sein de ce rapport. Donc, vous avez posé ce qu'on appelle communément des actes techniques. Tout à fait, des actes techniques d'enregistrement de scènes de crime au niveau photographique et vidéo. So, Your Honors, Donc, messieurs les juges, les interventions
dans ce rapport, eh bien, nous allons demander à ce qu'il soit versé au dossier. Donc, le rapport à verser est le 0084 42 53. Et je souhaiterais attirer votre attention, Madame, Messieurs les juges, sur la présentation 360, et je pense que celle-ci a déjà été versée. Si je voudrais vérifier cela auprès de ma collègue Madame Nodrigrez, qui opine du chef, 0084 39 57. Donc c'est quelque chose qui a déjà été soumis et versé au dossier, Monsieur le Président. Et je demanderai à ce que le rapport qui nous permet d'aboutir à cela soit également versé au dossier. Le prochain rapport dont j'aimerais que l'on discute est le rapport 0084 4305. Il s'agit donc d'un intitulé « Description, prise de vue photographique panoramique générale et enregistrement vidéo des scènes de crime aux environs du carrefour de la vie et du bâtiment de la RTI à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. » Alors, encore une fois, nous pouvons voir la lettre de mission, Monsieur le Président, à la page 4350 et 4351 de ce rapport. Monsieur le témoin, encore une fois, quels sont les actes techniques posés à cet endroit? Les actes techniques opérés au niveau des environs du carrefour de la vie et de la RTI à Abidjan et présentés dans ce rapport sont strictement les mêmes que le précédent rapport et les actes opérés à Djinnik au Bénin, c'est-à-dire un enregistrement photo et vidéo des différentes scènes de crime, des faits allégés, sans aucune interprétation, quelle qu'elle soit. Très bien, merci. Je vais, car cette présentation en 360 degrés n'est pas soumise au dossier, à moins qu'il y ait... Nous avons deux choix. Mes collègues disent, ça va, on l'a vu, c'est bien, elle est soumise au dossier, ou sinon j'en montre un extrait très rapidement pour que le témoin reconnaisse ou non. Voilà, je m'en remets à mes collègues. C'est une question pour aller plus vite, tout simplement. Je ne crois pas que ça pose grand problème. Pas d'objection, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, merci. Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le Président. Très bien. Thank you as well. Le Président, merci également. Et donc, je réfère, Monsieur le Président, à la présentation en 360 degrés pour qu'elle soit soumise au dossier avec l'accord de la défense, CIV OTP 0084 39 59. Dernière question par rapport à votre rapport. Ce rapport, donc, il n'y a aucune opinion qui est émise dans ce rapport, Monsieur le témoin? Absolument aucune opinion, aucune interprétation. Alors, je demanderai aussi également à ce que ce rapport soit soumis au dossier, et je répète le numéro 0084 4305. Le prochain rapport dont j'aimerais traiter
et le 0084 4361. Et je lis description, mesure, croquis, prise de vue photographique panoramique, générale et enregistrement vidéo de la scène de crime et de ses environs à Abobo, Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Alors, encore une fois, dans ce rapport, nous pouvons trouver à la page 4404 la lettre de mission, 4404 et 4405. Alors, encore une fois, qu'en est-il des actes posés pour la rédaction de ce rapport? Ce rapport comporte des actes de police scientifique aux environs du carrefour Banco à Abobo, qui sont de 3 types, de même que les 2 précédents rapports qui ont été évoqués, des enregistrements photos dans le but d'une réalisation de panoramique et des enregistrements vidéo. Ce rapport comporte en plus un croquis qui a été réalisé à l'aide d'un laser Leica disto et qui est présenté à la page CIV OTP 0084 43 71. Je tiens à préciser que pour tous ces rapports de documentation de scènes de crime, nous avons utilisé la méthode de panoramique 360 et la de croquis, avec des mesures réalisées à l'aide d'un disto, puisqu'à cette époque, nous ne disposions pas d'un scanner laser 3D que nous avons acquis au courant 2015, qui permet un enregistrement beaucoup plus précis des différentes scènes, ainsi que de reconstituer en 3 dimensions la scène de crime, de créer un modèle 3D, voire une reconstruction interactive de la scène de crime. Très bien. Avant d'aller au croquis, je demande encore une fois à mes collègues pour ce qui est de la panoramique. Tout simplement le 360, qui n'est pas soumis, curieusement. On peut montrer, encore une fois, soit qu'on montre quelques extraits, ou je demande à mes collègues d'admettre comme ils l'ont fait pour la précédente. Uniquement pour la panoramique. Pas d'objection, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Thank you very much. Alors, encore une fois, Président, merci beaucoup. ce qui est de l'ERN, donc je demanderai à ce que soit soumis la pièce 0084 3961. Sur ce dernier point, ce que vous nous avez précisé, la possibilité de faire donc une représentation en 3D et détaillée des lieux. Aujourd'hui même, est-ce qu'il serait possible de faire cette représentation en 3D? Monsieur le Président, à l'heure actuelle, il serait possible de faire une représentation 3D de la scène en utilisant un scanner laser 3D, mais également il serait possible de faire des vidéos aériennes à l'aide d'un drone. Et même au vu de ces vidéos aériennes
des photos extraites de ces vidéos et des différentes images prises à l'aide d'un logiciel particulier, de reconstituer un modèle 3D basé sur ces images 2D aériennes. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que lorsque l'accusation devait remettre sa liste des éléments en charge, je comprends ce que vous avez fait, c'est des mesures techniques normales, mais maintenant, il y a une technologie en la possession du bureau du procureur qui est plus développée. C'est bien cela? Tout à fait, Monsieur le Président. Le croquis qui a été réalisé à l'aide de mesures prises avec un disto laser, où on a forcément une incertitude au niveau des mesures, étant donné qu'on travaille sur des longues distances. L'avantage du scanner laser 3D, c'est qu'il enregistre la scène de crime, plusieurs centaines de milliers de points par seconde, et qu'on a une précision qui est relativement intéressante, puisqu'on est de l'ordre du millimètre à 15 mètres. Autre gros avantage, c'est qu'il permet de reconstituer la scène de crime en 3 dimensions et permet de se placer dans n'importe quelle position au sein de cette scène de crime de manière à visualiser les lieux. Et enfin, je citerai le dernier exemple qui est la possibilité sur ce modèle 3D de prendre n'importe quelle mesure, puisque c'est au final un nuage de points qui ont été localisés dans ce modèle 3D, et donc on peut prendre toute mesure qui s'impose. En d'autres mots, il s'agit d'une technologie qui permet de se déplacer sur les lieux sans être obligé de s'y déplacer, ou c'est-à-dire la chambre de se déplacer. C'est bien cela? En quelque sorte, oui, par rapport à des panoramiques qui ne permettent que d'avoir une vision panoramique aux différents points où les photographies ont été réalisées. Le modèle 3D permet, lui, de se déplacer à l'intérieur de la scène de crime, même éventuellement de basculer en réalité virtuelle. Donc, si la Chambre en venait à conclure que c'est une chose qui pourrait être utile, c'est réalisable par vous ou encore un autre laboratoire scientifique qui a cette technologie, n'est-ce pas? Tout à fait, je pense que tout laboratoire, ou même la section des sciences forensiques du bureau du procureur, donc tout laboratoire qui dispose d'un scanner laser 3D et également d'un drone est en mesure de réaliser ces actes de police scientifique. Dans ce rapport 43-61, y a-t-il quelque opinion que ce soit qui est émise? Dans ce rapport, comme dans les 2 précédents rapports, aucune opinion ni interprétation n'est donnée. Seul le croquis est un croquis qui est laissé avec une certaine marge d'erreur, puisque c'est des mesures qui ont été prises sur le terrain, sur des longues distances et dans des conditions difficiles avec la circulation et les passants. Et juste pour conclure, l'appareil pour mesurer, c'est un Leica Visto. Donc Leica, la compagnie Leica, qui fait les microscopes, les caméras évidemment, et donc aussi des lasers. Décrivez-nous l'appareil, comment fonctionne-t-il très brièvement, là, juste pour expliquer à la Chambre. Donc concrètement, le Leica Disto, en l'occurrence c'était le D8, est un petit boîtier rectangulaire en forme de parallépipède. Lorsqu'on émet un signal laser qui va impacter un objet, ce signal laser est réfléchi
est capté par l'histo selon la vitesse du trajet. Le système connaît la vitesse du rayon laser. Il arrive à déterminer la distance avec une précision de l'ordre de 0,01 cm, donc en gros de l'ordre du millimètre. Très bien. Alors, je demanderai est-ce que le rapport 0084-4361 soit soumis. J'aimerais maintenant passer au rapport 0083-1419. Et je lis. Identification de lieux visibles sur un enregistrement vidéo et sur une photographie. Et donc, je comprends que nous allons, Monsieur le Président, référer à la vidéo 0083-1394 et une photographie que nous retrouvons sur nos pièces, qui est le 0051-2106 et 2107. Alors, encore une fois, la lettre de mission se retrouve en pièce jointe à la page 1467 et 1468. Alors, expliquez-nous, encore une fois, quel a été l'objet de votre intervention pour la rédaction de ce présent rapport. Monsieur le Président, pour la rédaction de ce rapport, j'ai dans un premier temps extrait les images du fichier vidéo qu'on appelle pièce de question. J'ai ensuite réalisé une analyse comparative de l'image du fichier pièce de question, donc la photo, et des différentes images pertinentes qui avaient été réalisées par nous-mêmes sur la scène de crime. Et dans un troisième temps, comparer toutes les images pertinentes extraites du fichier vidéo pièce de question avec les images qui avaient été réalisées sur les lieux et qu'on appelle donc des pièces de comparaison. Suite à ces analyses, j'ai réalisé une interprétation, une discussion pour en arriver à la conclusion. Sorry, Your Honor, I'll speak in English. Oui, excusez-moi, je vais m'exprimer en anglais. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il est. Soit nous faisons la pause maintenant, j'en termine avec ce rapport, et ensuite je passerai aux deux derniers rapports. Le Président, je pense que vous pouvez terminer l'analyse de ce rapport, et ensuite nous ferons notre pause. Expliquez-nous donc vos conclusions et comment vous en êtes arrivé à ces conclusions et quel est le domaine d'expertise auquel vous avez fait appel pour en arriver à ces conclusions. Donc, tout d'abord, je pense que le domaine d'expertise, c'est une simple comparaison criminalistique entre une pièce de question et une pièce de comparaison. C'est ce qui est très souvent réalisé en sciences forensiques. On compare le projectile retrouvé sur la scène de crime avec le projectile tiré par l'arme incriminée. On compare les fibres retrouvées sur une scène de crime avec les fibres retrouvées sur les vêtements d'un suspect. En l'occurrence, j'ai réalisé des comparaisons de différentes images de question, soit les images extraites de la vidéo, soit l'image
proprement dites, et je les ai comparées avec toutes les photos que j'avais réalisées sur ces lieux quelques années plus tard. Donc ce que j'ai noté, c'est que il y a des similarités, des similitudes entre les photos, les images de questions et les images de comparaison. Au-delà de ça, donc entre différentes séquences, comme c'est indiqué dans le rapport, au-delà de ça, sur les images extraites, la séquence 802 à 8015 du fichier pièces de questions, j'ai vu qu'il y avait des inscriptions sur une pancarte, et donc j'ai réalisé des actes élémentaires qui relèvent du bon sens commun, c'est-à-dire de voir s'il y avait un hôtel, le Pal Club à Abidjan, ensuite de vérifier le numéro de téléphone, et après, selon les images satellites, de vérifier si les travaux qui étaient indiqués sur cette pancarte étaient compatibles avec ce qu'on pouvait visionner sur les images satellites. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les zones lieux visibles sur les images extraites de la séquence 802 à 815 du fichier vidéo pièces de questions étaient très vraisemblablement localisées aux environs immédiats de l'hôtel du Palm Club à Abidjan. Donc au final, pour conclure, j'ai localisé les différentes images, photographies des pièces de questions, également la vidéo pièce de questions par rapport aux photos de comparaison des panoramiques qui ont été réalisées en 2015, avec un certain degré de certitude, une certitude qui n'est bien évidemment pas absolue, puisque de nombreux facteurs interviennent, notamment le temps qui s'est écoulé entre les dates supposées des vidéos et photos de questions et la réalisation des photographies sur les lieux, en gros 4 années plus tard, avec tout ce que cela suppose au niveau des différents travaux de voirie, la modification de la végétation et autres. Donc, je veux juste revenir sur une chose que vous avez mentionnée, le gros bon sens. Donc, n'importe quelle personne constituée prend cette vidéo, prend les images et les informations que vous avez dans votre rapport pour voir si effectivement il s'agit des mêmes lieux ou non. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce exact? Tout à fait, il y a simplement de petits actes techniques de police scientifique à réaliser pour extraire les images des différentes vidéos, les comparer et pouvoir rechercher sur les images satellites pertinentes. Mais l'interprétation en elle-même est uniquement de la comparaison qui relève, à mon sens, à mon avis, du bon sens commun. Très bien. Alors, Monsieur le Président, je demanderai à ce que le rapport 0083-1419 soit soumis. Et là-dessus, je suggérais que nous prenions la pause pour que je puisse passer au prochain rapport qui sera le 0076-1952. Le Président. Tous les documents sont versés au dossier et nous allons maintenant faire notre pause d'une demi-heure. Donc nous reviendrons à 11h45 pour le deuxième volet d'audience. L'audience est levée.